France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe à Bruxelles, au Conseil européen où s'est tenu le 6e sommet Union européenne-Union africaine, un sommet longtemps reporté pour cause de pandémie de Covid. Les 27 ont voulu mettre les bouchées doubles pour renouveler leur partenariat avec l'Afrique, au menu donc santé, développement, sécurité, migration. Et pour en parler, nous recevons le Premier ministre de Belgique, Alexandre De Croo. Bonjour. Votre pays, en tant qu'ancienne puissance coloniale, a aussi une longue histoire avec le continent ami et allié, bien sûr. Vous avez pris les rênes du gouvernement belge en octobre 2020 pour diriger une coalition de 7 partis. Vous-même êtes membre du Parti libéral flamand. Ce poste de Premier ministre est une consécration après une longue carrière ministérielle. Alors les 27 ont invité tous les dirigeants africains, à l'exception des dirigeants putschistes. La junte au pouvoir au Mali n'était donc pas représentée. Elle a pourtant été au cœur des discussions, j'imagine, en coulisses et même des discussions à la table, puisque au préalable, le président Macron a annoncé le retrait des forces françaises et européennes de ce pays. Est-ce que ça a un peu gâché l'ambiance ? Je pense que c'est dommage, le développement qu'on voit au Mali, parce que c'est un pays important pour la région, c'est un pays important pour l'Europe. Je pense que c'est un peu l'exemple de la raison pourquoi ce partenariat entre l'Europe et l'Afrique est tellement important. Nous sommes des voisins. Si les choses se passent mal chez votre voisin, ça a un impact sur vous aussi. Je pense que c'est assez clair. Mali, implication de longue durée des pays européens, aussi de la Belgique. On est actif là sur toutes les dimensions. On est actif dans la coopération développement, dans la coopération militaire aussi. La décision a été prise de ne pas continuer cette mission Takuba, mais on a été clair aussi du côté belge que les autres missions, il y en a une qui s'appelle EUTM, qui est une mission européenne de formation des militaires. Celle-là, on la continue. Je pense qu'il ne faut pas tout simplement rompre tous les liens avec le Mali. On est clairement très inquiet par rapport aux développements qui ont eu lieu, mais ce serait, je pense, une faute de complètement rompre tous les liens. Il faut quand même si on n'est pas d'accord, il faut continuer à parler. Le moment où on ne se parle plus, alors on se distancie complètement et on n'a non plus aucune influence. Il y a eu la route de la soie lancée par la Chine. On essaye de le contrer maintenant. On a l'impression qu'on réinvestit avec l'idée de Global Gateway, le portail mondial. 150 milliards d'euros proposés aux Africains. C'est conséquent, mais est-ce que ce n'est pas finalement pas un peu trop tard et puis un galop de rattrapage, en quelque sorte? Non, dans la réalité, c'est vraiment l'Europe qui fait la différence et qui est un partenaire stable. Vrai, on est aussi basé sur des valeurs et sur une vision de la démocratie et de l'état de droit, etc. Mais je pense que de plus en plus, nos partenaires africains comprennent que travailler avec un partenaire stable, ça a quand même des avantages aussi. Alors, vous parlez des valeurs, mais il y a aussi les intérêts des Européens. Ils sont très soucieux des vagues migratoires qui sont importantes et ils aimeraient avoir plus de partenariat, de collaboration avec les pays d'origine. Bruxelles souhaite envoyer une mission Frontex au Sénégal. Frontex, c'est l'agence chargée de la surveillance des frontières européennes qui, là, va se déployer à l'extérieur de l'Europe. Ce sera une première. Est-ce que c'est la bonne approche, cette approche sécuritaire pour endiguer des flots de migrants qui viennent chercher un avenir meilleur? Mais il faut une politique large. Et la politique large, naturellement, c'est d'abord essayer de contrer les raisons de la migration. C'est la précarité extrême, c'est le manque d'opportunités pour une population souvent très jeune. On investit beaucoup là-dedans, mais d'un autre côté, il faut aussi, je pense, plutôt aider les pays d'origine à mieux gérer cette pression migratoire. C'est par exemple la coopération belge avec le Maroc. Un des sujets sur lesquels nous travaillons, c'est ensemble avec l'administration marocaine, avec eux partager de l'information sur comment est-ce qu'il faut gérer cela. Je pense qu'il ne faut pas réduire notre relation avec l'Afrique par rapport à contrer la migration. D'ailleurs, la migration, on a tendance en Europe à le regarder de notre point de vue, mais les flux migratoires au sein de l'Afrique
sont multiples fois plus importants que les flux vers l'Europe. C'est un sujet politique extrêmement sensible avec la montée des populistes quand même. C'est un sujet sensible et pas uniquement à cause des populistes. Hein. On sait naturellement que à certains endroits en Europe, c'est une pression qui est très difficile à gérer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas réduire notre relation avec l'Afrique uniquement sur cet agenda-là. Je pense qu'à côté de cela, il y a un agenda économique qui est nettement plus important et qui, en fait, de retour, peut beaucoup nous aider dans cette discussion migratoire. Mais des initiatives comme Frontex, qui vont plus loin sur le terrain et qui travaillent ensemble avec les autorités locales. Je pense que ça, c'est vraiment important de le faire. Je pense que ces initiatives-là sont plutôt des bonnes initiatives, mais il ne faut pas les réduire uniquement à cela. La question des vaccins, c'est un sujet de friction entre l'Afrique et l'Europe. Les Européens souhaitent investir finalement dans l'industrialisation, dans la capacité de production des Africains, mais les Africains, clairement, leur demandent la levée des brevets sur les labos européens qui, pour l'instant, produisent des vaccins contre le Covid. Pourquoi, à ce point, on est contre ? C'est une discussion qui est devenue très politique et où je pense qu'en fait, il faut plutôt le rendre pragmatique. Et honnêtement, du côté belge, on n'a pas beaucoup de leçons à prendre. Hein. Si on regarde l'exportation de vaccins produits en Europe, 70% de cette production, elle a été produite en Belgique. COVAX, la Belgique a donné 11 millions de vaccins, ce qui veut dire pratiquement c'est un vaccin par Belge dans notre population. Capacité locale, on a une société belge qui s'appelle Universels, qui est le partenaire de l'Institut Pasteur pour la production à Dakar au Sénégal. On fait maintenant la même chose à Accra au Ghana et on est en train de faire des accords avec plein de pays pour donc avoir cette production locale. Mon impression, c'est que la contrainte n'est pas forcément le fait qu'il y a un droit intellectuel ou un brevet sur le vaccin. La vraie contrainte, c'est une capacité de production et aussi une capacité d'application. On sait que dans beaucoup de pays, les systèmes de soins de santé sont très très faibles. Le niveau de confiance dans le système de santé est très faible et ça mène à des taux de vaccination qui sont très faibles. Mais par rapport à la livraison des vaccins, honnêtement, si on regarde toutes les annonces qui ont été faites dans le monde et la réalité, les champions de l'exportation et des donations, c'est les Européens. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine qui ont fait plein d'annonces, mais qui, dans la réalité, ont fait très peu de livraisons sur le continent africain. Alors, on a vu au cours de ce sommet où il est question de renouveler le partenariat entre l'Afrique et l'Europe, des frictions sur les questions environnementales. L'Europe veut faire des projets verts en Afrique. Elle veut soutenir des projets qui ne sont pas polluants. Elle veut aussi, on le sait, taxer à ses frontières des produits issus de la déforestation, comme le cacao ivoirien, par exemple. Et tout ça, ça fait polémique en Afrique. Les Africains dénoncent un peu un double standard qu'ils trouvent hypocrite. Est-ce que vous avez pu trouver un compromis? Parce que les Africains, eux aussi, pour assurer leur développement, ils peuvent avoir besoin des hydrocarbures aujourd'hui. Ça, on le comprend. Et naturellement, si on regarde l'histoire européenne, je comprends ce raisonnement du côté de nos amis africains. D'un autre côté, il faut maintenant tout faire pour éviter chaque émission de gaz à effet de serre. Et donc, ça veut dire que nous, comme Européens, on doit prendre notre responsabilité. Ça veut dire qu'on doit aider dans les investissements, ça veut dire qu'on doit leur aider à en fait sauter cette étape où nous, comme Européens, oui, on a fait des fautes dans l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que les flux sont en train de changer. La Belgique est en train maintenant de faire plein d'accords avec des pays africains. On vient d'en faire un avec la Namibie pour avoir de la production locale d'hydrogène, hydrogène qui deviendra le vecteur d'énergie le plus important. Pour la Belgique, c'est important parce qu'on a beaucoup d'industries qui est d'haute intensité énergétique. On était aussi un point d'entrée dans l'Europe continentale. En ouverture du sommet entre Union européenne et Union africaine, le président sud-africain a interpellé les Européens et leur a demandé de rendre aux Africains ce que vous leur devez. La restitution, c'est une problématique qui vous intéresse en tant que dirigeant d'un ancien pays colonisateur. Est-ce qu'on doit quelque chose aux Africains et quoi ?
Intéressant que vous mettez en avant le sujet, parce que la Belgique est un des précurseurs dans ce domaine. Quand j'étais ministre du Développement, j'avais fait les premiers pas en disant il faut inventariser tout ce que nous avons en Belgique. Et on vient maintenant, il y a quelques semaines, de conclure un accord de restitution avec la RDC. On parle de dizaines de milliers d'œuvres d'art. Et honnêtement, j'en suis assez fier. Je pense que le passé des pays africains, c'est normal qu'ils ont accès à leur passé et que leur passé ne se trouve pas à Bruxelles ou à Paris, mais chez eux. Alors avant d'entamer ce sommet Union européenne-Union africaine, les 27 ont eu une réunion à huis clos consacrée à la situation en Ukraine au moment où l'imminence d'une offensive russe revient en force. Que peuvent faire les 27 ? Alors, on doit continuer ce qu'on a fait jusque maintenant. C'est montrer de l'unité. Et je pense que cette unité européenne et cette unité au sein de l'OTAN en a surpris certains. Je suis convaincu qu'une partie de la stratégie russe était quand même d'essayer de diviser les pays occidentaux. Et clairement, on a montré énormément d'unité. Et je pense qu'il faut montrer aussi de la fermeté par rapport à la structure de l'OTAN. On ne va jamais accepter la logique de sphère d'influence, on ne va jamais accepter que les nouveaux membres ne pourraient pas être défendus avec du matériel militaire, mais aussi une certaine l'interdiction de l'entrée dans l'OTAN de l'Ukraine, on ne va jamais accepter. Mais c'est au pays même de décider s'ils veulent demander d'être membres, et c'est à nous de décider si on prend des nouveaux membres ou pas. Mais je pense que d'un autre côté aussi, il faut utiliser une certaine patience stratégique. Il faut montrer qu'on a le sang-froid, il ne faut pas se laisser provoquer dans des certains essayent d'en faire un peu une sorte de jeu de guerre. Mais d'un autre côté, personne en Europe, j'espère, veut une guerre sur le continent européen. Oui, mais justement, on hausse le ton, on prévoit des sanctions économiques sur les proches de Poutine. Ça n'a pas l'air de vraiment fonctionner avec Vladimir Poutine. C'est clair que la relation entre l'Europe et la Russie est malheureusement se réduit finalement à ce genre d'interaction, à une relation de sanctions. Et je pense que c'est dommage, mais pour l'instant c'est nécessaire. Et c'est difficile de construire une relation plus large quand on est tout le temps poussé, quand on est tout le temps bousculé. Donc je comprends le raisonnement des pays baltes, par exemple, le raisonnement des pays de l'Europe centrale qui sont confrontés souvent à cela. Mais je voudrais quand même plaider pour garder le sang-froid, essayer de désescaler une situation qui est quand même qui n'est jamais vue depuis la fin de la guerre froide. Alors, le président Macron insiste beaucoup sur le renfort de l'autonomie stratégique, une sécurité européenne plus offensive. Est-ce qu'on s'aperçoit, avec ce conflit en Ukraine, que c'est l'OTAN qui est en première ligne ? Alors, est-ce que c'est vraiment réaliste de croire à ce concept d'autonomie stratégique ou est-ce que les Européens dépendront toujours de l'OTAN ? Mais l'un n'est pas opposé à l'autre. C'est clair que l'OTAN est vraiment la pièce angulaire de notre système de défense. Mais si on veut que l'OTAN fonctionne bien, il faut que l'Europe puisse vraiment y mettre son poids. Il faut que l'Europe puisse construire elle-même beaucoup mieux son autonomie stratégique. Alors, autonomie stratégique, ce n'est pas juste un concept militaire. On voit que ça se traduit dans beaucoup de secteurs économiques. C'est clair que comme l'industrie pharmaceutique, cette industrie-là est devenue beaucoup plus géostratégique et avoir accès à assez de semi-conducteurs est important. La Belgique joue un rôle important là-dedans. On a un centre de recherche à Louvain qui est l'un des meilleurs du monde et on est tout à fait prêt à mettre des choses sur table là-dessus. Mais ce concept d'autonomie stratégique s'est traduit aussi d'un point de vue économique. Je pense que, comme je l'ai dit par rapport à l'Afrique, l'Europe est le plus grand partenaire commercial dans le monde, mais on doit utiliser ce poids pour beaucoup plus mettre nos standards, mettre nos priorités, être un peu moins naïf, je pense. Terminons sur la question de l'état de droit à l'intérieur de l'Union européenne. Pour une fois, la justice européenne estime que la Pologne et la Hongrie peuvent être sanctionnées pour non-respect de l'état de droit, notamment par la suspension de leurs subventions. Pourtant, la Commission européenne hésite, on le sent bien, comme certains États membres. Pourquoi, selon vous ?
Alors d'abord, je suis plutôt satisfait de ce jugement de la Cour européenne parce que l'Europe n'est pas juste une union économique, c'est aussi une union de valeurs et ces valeurs n'ont pas changé. Les pays qui sont devenus membres, tout le monde savait quelles étaient ces valeurs et donc ce n'est pas les valeurs qui ont changé, c'est les opinions de certains États membres qui ont changé par rapport à ça. Je pense qu'on ne peut pas avoir de flexibilité par rapport à cela. Et c'est important juste pour le fonctionnement européen. Si vous êtes une PME française et vous faites des activités dans un autre pays, c'est quand même normal que la manière dont vous allez être jugé dans le système judiciaire de ce pays-là, que vous pouvez être à 100% confiant que ça fera la même manière qu'une société domestique. Alors, on regardera ce que la Commission fera, mais il ne faut quand même pas oublier... D'autant qu'il y a des élections en Hongrie, en même temps qu'en France, d'ailleurs en avril. Mais des élections en Europe, il y en a toujours. Hein. Si vous êtes 27 pays, il y a bien toujours des élections. Pour Viktor Orban, effectivement, l'état de droit, c'est important pour lui, pour se maintenir au pouvoir ou pour justement pouvoir produire de l'alternance. Mais n'oublions pas que la Commission, déjà depuis des mois, retient des fonds, des subventions, des fonds du Fonds d'investissement européen qui devraient être déboursés, qu'ils n'ont pas déboursés parce qu'il y a ces discussions par rapport à l'état de droit. Je pense que le jugement de la Cour européenne est important, mais après, c'est aussi à nous, comme Conseil européen, pour prendre ce sujet et venir à un nouvel accord, un nouveau mode de fonctionnement. On ne peut pas faire une sorte d'outsourcing de la politique européenne vers la Cour européenne. Merci à vous, Alexandre De Croo, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Alexandre De Croo, merci d'avoir répondu à notre invitation et merci à vous, les auditeurs, de votre fidélité. À bientôt.